Les personnages narrateurs de Christian Auster, malgré leur apparente drôlerie, perturbent nos repères. D'une part, dépourvus de vision globale et incapables de synthétiser ou d'organiser ce qu'ils perçoivent, ils fragmentent et déhiérarchisent les éléments du récit. D'autre part, interprétant de façon excessive les détails les plus anodins, ils élaborent de nombreuses hypothèses au fondement incertain, ralentissant ainsi le déroulement de l'action et entraînant une non-fiabilité de la narration. Dans cette optique, leur perception partielle et désordonnée du réel, ainsi que leur interprétation multiple, inutile et subjective, laisse place à une part d'inintelligibilité cognitive qui découle d'une conception de l'être humain où celui-ci se voit, entre autres, considéré comme un herméneute dont la réflexion demeure improductive. À cet égard, la particularité des romans d'Auster est de ne pas pouvoir s'organiser conformément à une logique narrative de la cognition, qui raconterait le passage d'un état de savoir à un autre, et de ne pas reconduire la conception présupposée de la cognition qui s'y rattache. M'inspirant de la triple mimésis énoncée par Ricoeur dans Temps et Récit, je partirai donc de la représentation concrète de la cognition dans 3 romans d'Auster, soit l'Imprévu 2005, Sur la Dune 2007 et Dans la cathédrale 2010, afin de voir en quoi la conception de la cognition qu'il véhicule s'éloigne d'une conception plus conventionnelle. Tout d'abord, la façon dont les personnages narrateurs austériens perçoivent le monde est déstabilisante et surtout fragmentaire. Ils ont le nez collé à la réalité, incapables qu'ils sont de conserver une distance pour mieux se la représenter. Je cite le personnage de Sur la Dune. « Aucune précision, pas de recul, tout est là, bruyant. » Fin de citation. À travers les yeux de ces personnages, tout semble se grossir. Leur univers est saturé, surchargé de stimuli. Ainsi, ils entraînent le lecteur dans un tourbillon de perception au sein duquel ils n'ont aucune vision globale ni capacité de synthèse, qu'il s'agisse de se faire une idée cohérente d'un fait, d'un événement ou d'une personne. Le personnage narrateur de Dans la cathédrale, par exemple, ne parvient pas à se former un portrait ordonné de la femme dont il est follement amoureux. À travers sa vision, celle-ci s'éparpille en plusieurs morceaux qui se bousculent et s'assemblent difficilement. Je cite. « Évidemment, je la vis d'un bloc. Ou plutôt non, elle partait dans tous les sens. Une épaule là, un mot ici. Finalement, la courbe d'une hanche, la pâleur du visage, la bouche, souriant mieux que la mienne, en tout cas, d'où sortaient encore les mots qu'elle venait de prononcer, comme répercutés en pleine montagne, et au milieu de cette panique, le regard, auquel paradoxalement, pour rétablir un peu d'ordre, je tentais de m'accrocher. » Fin de citation. Manquant d'esprit de synthèse à plusieurs moments précis du récit, les personnages ne sont d'ailleurs pas en mesure de synthétiser ou d'organiser les événements à travers le temps, ne se souvenant souvent plus des raisons ni des buts de leur présence en un lieu donné, reliant mal les différentes étapes de leur parcours. Désorientés par les événements et vivant dans le désordre de leur perception, ils côtoient quotidiennement l'informe et l'informulable. Évidemment, pour parvenir à percevoir la progression des faits dans le temps, il faut les avoir à l'esprit. Or, les personnages austériens ne retiennent à peu près rien de leur passé, proche ou éloigné. Je cite le personnage de Sur la Dune. « Je ne me souviens de rien, ni de moi ni de personne. Je ne me souviens jamais de rien ni de personne. Ce n'est pas faute d'avoir vécu, mais j'ai un problème avec ça. » Fin de citation. En fait, seul le présent occupe ces personnages. L'avant-veille plonge dans leur préhistoire. Ils ont beau fouiller leur passé, chercher à se rappeler ce qu'ils ont vécu, rien à faire. Les situations, les noms et les visages disparaissent et se confondent, comme pour le personnage narrateur de Dans la cathédrale, mal à l'aise lorsqu'il rencontre une femme dont il n'a aucun souvenir, mais qui prétend pourtant qu'à une certaine époque, il l'accompagnait toutes les semaines à l'université. Je le cite. « Aucun souvenir d'elle, dis-je. Elle ressemble à une tante que j'ai. Elle se confond avec l'image de cette tante. De sorte qu'en définitive, son visage me dit quelque chose, mais que je ne peux rien en faire. » Fin de citation. Bref, ne pouvant rien concevoir de façon totale tant au présent qu'au passé, les personnages narrateurs ne vivent pas dans un monde structuré et donnent l'impression de ne pas pouvoir saisir grand-chose de l'environnement qui les entoure. Aussi, de par leur perception du monde partiel et désordonné, les personnages narrateurs d'Auster vivent constamment dans le doute. Sans cesse, ils se questionnent sur ce qu'ils ne parviennent pas à saisir, et ce, même au sujet des choses les plus infimes et négligeables de la vie matérielle. Chaque détail perçu de la réalité est en effet susceptible de donner lieu à une multitude de délibérations intérieures et d'occuper provisoirement le champ de vision comme s'il s'agissait d'un enjeu vital. Tout peut être remis en question, analysé, décortiqué de façon démesurée. Pour les personnages austériens, même tenter de ne pas être réflexif demande un effort de réflexion. À la différence du lecteur ou des autres personnages, ceux-ci compliquent donc à l'excès toutes sortes de situations qui, normalement, ne devraient pas susciter tant d'interrogations. Pour le personnage narrateur de Sur la Dune qui partage sa chambre d'hôtel avec un inconnu nommé Duggan Leicester,
Le moment d'éteindre les lampes, entre autres, suscite à lui seul une certaine part d'inquiétude et de questionnement. Je cite « Je fis seulement l'erreur de laisser mon hôte presser le premier bouton de sa lampe, de sorte que j'eus le choix entre immédiatement l'imiter et attendre. Or, je compris en une fraction de seconde qu'il me gênerait de laisser du gain digesteur dans la lumière de la mienne, fût-ce quelques autres fractions de seconde, et j'éteignis pratiquement en même temps que lui, contresignant notre commune volonté d'en finir avec l'état de veille. » Fin de citation. De plus, peu importe leurs objets, les réflexions des personnages narrateurs n'ont généralement aucune incidence sur le déroulement des faits. Bien au contraire, elles freinent, alourdissent ou complexifient la moindre des actions du récit. Ainsi, dressant la liste de leurs multiples hypothèses, les personnages narrateurs explorent toutes les possibilités de signification de ce qu'ils perçoivent, même parfois les plus improbables, incompatibles ou contradictoires, au sein d'une réflexion et d'une interprétation des faits qui, le plus souvent, ne font que tourner en rond. Le personnage narrateur de l'imprévu, par exemple, qui se trouve à l'anniversaire de Gilles, redoute que Nicole empoigne sa guitare pour animer l'ambiance de la fête après le repas. Or, il constate que la guitare demeure dans son étui et, par conséquent, cherche à savoir pourquoi. Je cite « Le temps passait et Nicole n'allait pas chercher sa guitare, et l'idée me vint qui se précisa au cours de la soirée qu'elle l'avait apportée à seule fin de s'accompagner sur Happy Birthday to You, à cette fin et à aucune autre, soit qu'elle n'eût connu que les accords de cet air, soit qu'elle n'aima pas plus que ça jouer de cet instrument, soit que parmi notre assemblée, personne n'eût vraiment goûté son style et qu'elle l'eût su, ne cherchant pas à s'imposer coûte que coûte, soit que c'eût été pour l'essentiel, dans l'esprit de chacun, une soirée sans chanson, mais aucune de ces raisons ne me satisfaisait, sollicitant opportunément ma réflexion. » Fin de citation. Bien sûr, le personnage ne questionnera jamais Nicole, se gardant bien d'éclaircir ce mystère auquel il prend pourtant le temps de réfléchir sans trouver de réponse satisfaisante. Sa réflexion lui occupe l'esprit, mais n'alimente certes pas une véritable recherche de connaissances qu'il souhaiterait mener à terme. Au sujet de la réflexion des personnages narrateurs, qui s'étend en longueur sans se développer vraiment, Barrère et Martuccelli, dans leur roman Comme laboratoire, parlent justement d'une réflexivité creuse qui, très souvent, cherche à prendre l'apparence d'une démarche herméneutique, mais ne permet pas d'avoir prise sur quoi que ce soit. Si l'acte mental de décortiquer les faits et les événements est une tentative de rationalisation et d'appréhension du monde, ici, elle ne s'avère pas fructueuse, puisqu'elle ne conduit à aucune connaissance pratique, ou du moins à aucune certitude. De surcroît, malgré leurs observations minutieuses et attentives, les personnages narrateurs d'Auster n'accèdent à aucune connaissance de soi, puisqu'ils ne se conçoivent pas eux-mêmes comme compréhensibles. De la même manière qu'ils voient leur environnement les dépasser, ils se regardent en quelque sorte débordés d'eux-mêmes, incapables qu'ils sont d'expliquer leurs mouvements intérieurs et doutant, de toute façon, de la capacité des autres à les comprendre. Leur dialogue intérieur prenant souvent l'apparence de dialogue avec autrui, ils composent avec eux-mêmes comme s'ils étaient en présence d'individus étrangers et insaisissables. Le personnage de Sur la Dune, par exemple, prétend se rencontrer au moins une fois par jour, de façon à conserver le lien avec lui-même sans tout à fait l'entretenir. Tandis que le personnage de l'imprévu, lui, faute de savoir à qui il a affaire, évite tout simplement de se fréquenter. Bref, qu'ils réfléchissent sur les faits, les événements, sur les autres ou sur eux-mêmes, les personnages narrateurs austériens se montrent inaptes à constituer une démarche herméneutique au sein de leur discours cognitif. Ralentissant le rythme de la narration et dilatant parfois le temps à l'extrême, leur inépuisable réflexion non seulement ne leur apporte aucune véritable connaissance, mais au contraire, accentue plutôt leur décalage. Par ailleurs, s'ils ne peuvent accéder à aucune vérité stable du monde ou de soi, les personnages narrateurs, au gré de leurs tentatives pour y parvenir, font sans cesse preuve d'inventivité. Ils suranalysent ce qu'ils perçoivent, ou autrement dit, surchargent de sens leurs multiples observations par le recours à leur imaginaire. En fait, les personnages austériens interprètent les faits par l'élaboration d'hypothèses échafaudées sur la base de présupposés discutables. Au sein de leur discours cognitif, ils arrangent les faits et les événements de façon totalement subjective, cela surtout lorsqu'il s'agit d'analyser le comportement d'autrui. Pensons d'abord au personnage de Sur la Dune, qui s'imagine vivre une grande histoire d'amour avec Ingrid, bien avant qu'il se passe réellement quelque chose entre eux. Chaque détail, chaque geste ou chaque regard d'Ingrid est surchargé d'un sens crucial que le personnage narrateur est sans contredit le seul à pouvoir décoder. Ainsi, bien que la fin vienne quelque peu accréditer le personnage narrateur, tout au long du récit, le lecteur est amené à croire que ce discours amoureux ne tient que sur la base d'une imagination délirante. Dans le même ordre d'idées, pensons ensuite au personnage narrateur de l'imprévu. Lorsque commence le récit, celui-ci se trouve en route pour l'anniversaire de Philippe, en compagnie de Laure. Toutefois, ayant attrapé le rhume du personnage narrateur, Laure se replie totalement sur elle-même et refuse de poursuivre la route avec lui. Elle ne veut plus le voir.
Ne sachant pourquoi Laure le repousse et ayant peur de la perdre, le personnage narrateur préfère alors concevoir cette séparation comme un fait temporaire, se convainquant que Laure reprendra contact avec lui au moment précis où il verra Philippe, presque comme prévu, de manière à opérer un magique retour à la normale. Or, cette idée ne semble alimentée que par l'impossibilité pour le personnage de se penser sans Laure. En effet, Laure est pour lui un repère important. Sans elle, il ne lui reste que le rhume comme seul point fort de son identité individuelle. Dans la façon dont il se conçoit, son existence est si profondément liée à celle de Laure qu'il tend à s'oublier lui-même et doit produire un effort réflexif pour se rappeler qu'il existe indépendamment de la femme aimée. Je cite: « Après tout, me dis-je, je ne vois pas pour quelle raison je ne me ménagerai pas un peu. J'existe aussi. » Fin de citation. Loin de Laure, son problème identitaire devient manifeste. Je cite de nouveau. « Je pensais alors, c'est-à-dire à moi. Je me demandais qui j'étais là. Je ne voyais rien de très clair devant moi. » Fin de citation. En d'autres mots, le personnage narrateur ne semble pas tout à fait se suffire à lui-même, ce qui explique pourquoi se séparer de Laure lui est inconcevable. Cela dit, Laure ne semble pas ressentir le même genre d'attachement envers lui. En effet, selon les mots du personnage narrateur, elle semble toujours avoir été distante. Conséquemment, lorsqu'elle se montre complètement fermée envers le personnage narrateur, refusant jusqu'à sa présence dans la même chambre d'hôtel, lui donnant le mandat de poursuivre la route sans elle, mais aussi sans la voiture, ne répondant pas à ses appels et n'essayant à aucun moment de le rassurer, il paraît indéniable pour le lecteur, malgré ce que veut croire le personnage narrateur, que ce rejet est loin d'être temporaire. L'idée à laquelle se raccroche le personnage conduit donc le récit de façon majeure, mais demeure infondée aux yeux du lecteur, qui, lui, peut juger de l'attitude de Laure objectivement. Ainsi, pour revenir au personnage austérien en général, nous pouvons dire qu'ils ne conservent aucune distance objective par rapport aux faits et aux événements, et par conséquent, ils sont loin d'être des modèles de fiabilité. Sans cesse, ils prêtent leurs pensées aux autres personnages, considérant, sans jamais en douter, que ceux-ci vivent les choses exactement comme eux les pensent, ou plutôt les inventent. Le décalage possible entre leur interprétation de la réalité et la réalité elle-même demeure en tout temps manifeste. En conclusion, quels peuvent être les enjeux conceptuels de la représentation concrète de la cognition dans les récits austériens? Comme nous l'avons constaté en observant la façon dont les personnages narrateurs perçoivent et interprètent le monde, la conception de la cognition que ceux-ci véhiculent n'est pas celle que présuppose une logique cognitive conventionnelle. En effet, dans Sémiotique du discours, Fontanil définit la rationalité cognitive comme étant celle de l'appréhension et de la découverte, et selon laquelle le langage est envisagé dans la perspective des connaissances qu'il est en mesure de nous procurer. Or, tel que conçu dans les récits austériens, la cognition ne représente pas le passage d'un savoir à un autre. Elle n'entraîne nullement l'acquisition de connaissances justes et pratiques, non plus que de vérités stables et univoques qui permettraient l'obtention de meilleurs savoirs sur le monde. Les personnages austériens demeurent dans un univers flou et déstructuré, un univers surchargé, mais tout de même rempli de blanc. En fait, si les actions percevoir et interpréter comportent nécessairement, selon la Convention, l'idée d'une organisation synthétique et cohérente du monde, chez les personnages narrateurs austériens, elles témoignent au contraire d'un refus de la synthèse et de l'homogénéité. Pour ces personnages étourdis, dépassés ou débordés par tout ce qui les entoure et les traverse, percevoir semble se résumer à saisir un certain nombre d'éléments épars à travers le désordre du monde. D'une part, aucune hiérarchisation n'est établie. Une panoplie de détails anodins peut accrocher le regard, tandis que d'autres, plus significatifs, passent inaperçus. Incapables de différencier l'essentiel de l'inessentiel, les personnages narrateurs ne se montrent donc nullement économes sur le plan fictionnel. D'autre part, les objets, tout comme les êtres, sont perçus dans le mouvement et l'hétérogénéité des choses, sans que les personnages se tentent de les fixer définitivement en des totalités harmonieuses, ni de les définir avec clarté et précision. De même, interpréter n'équivaut pas pour eux à déceler des significations stables, univoques et utilisables afin d'éliminer toute trace d'incohérence, mais inversement, à trouver et à exposer un large spectre de significations potentielles, même lorsqu'elles sont incompatibles ou contradictoires. Autrement dit, il semble peu pertinent pour les personnages austériens, non pas de savoir ce que quelque chose veut dire, mais bien de savoir tout ce que cette seule et même chose pourrait vouloir dire. De plus, le savoir dont les personnages disposent s'acquiert strictement à partir de ce qu'ils vivent au présent. Il ne s'appuie nullement sur des expériences passées, ne s'accumule ou ne s'enrichit pas au fil du temps et ne cherche pas davantage à être validé dans le futur.
Bref, alors que l'avancée des connaissances dépend habituellement d'une objectivité rigoureuse et procède d'abord de la formulation d'hypothèses et ensuite de la vérification de ces dernières, ici, la connaissance ne dépasse pas le stade de la pensée hypothétique et subjective. Elle demeure perpétuellement variable, sans fondement et sans usage pratique. Ainsi, troquant la logique cognitive conventionnelle contre une activité réflexive dévorante qui demeure bien loin d'une véritable démarche herméneutique rationnelle, les personnages narrateurs austériens ne cherchent pas à fixer et à connaître le monde, mais plutôt à le saisir dans toute son instabilité et surtout à le questionner. Ici, l'humain ne peut que vivre dans le désordre et l'incertitude. Face au décalage de ces personnages qui refusent toute opération de synthèse, de classification, de hiérarchisation ou de mémorisation naturellement propre à l'esprit humain, il nous faut en quelque sorte repenser ce que peut être la cognition et voir le discours cognitif différemment. Merci.